Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour et merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique sur la Syrie, pour laquelle nous recevons Joseph Baoud. Joseph Baoud, bonjour. Bonjour. Cette émission, comme toutes nos émissions thématiques, est soutenue par la compagnie d'assurance MMA. Elle est soutenue matériellement et elle est aussi soutenue moralement puisque MMA fait connaître notre émission à ses employés et aussi à ses clients. Et puis, nous sommes soutenus depuis notre première émission par vous, nos auditeurs, et par vos dons et soutiens et abonnements. Et nous remercions, selon la tradition, les donateurs que sont Gabriel Pierrard, Viviane Lamarlaire, Yann Gutmann, Stéphane Bodos et Vincent Donato. Béatrice Gibelin. Quant à moi, je vais remercier Gaël Le Cygne, Hugues de Saint-Périer, Pierre Bourderie, Vincent Ducrot et Cédric Baillet. Marc-Olivier Padis. Mes remerciements s'adressent à Marc Pham, Tristan Favaletto, François Desgroux, Geneviève Dahan-Seltzer et Anne Champagne. Joseph Baoud. Et quant à moi, je remercie Thierry Fouque, Marc Vivier, Tristan Zipfel, Alexandre Decoune, Véronique Fourreau-Coyer. Merci beaucoup. Vous pouvez nous soutenir en vous rendant sur notre site le nouvel esprit public sans séparation.fr, site sur lequel vous trouvez également, je vous rappelle, le compendium, l'abrégé, le résumé de nos conversations sous la rubrique « Lisez-nous ». Nous sommes donc, comme vous l'avez compris, avec Béatrice Gibelin, directeur de l'Institut français de géopolitique, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et avec vous, Joseph Baoud, qui est spécialiste du Moyen-Orient, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, chercheur à l'Académie diplomatique internationale, et qui avait travaillé avec divers instituts, notamment avec le Carnegie Endowment for International Peace, et nous allons, grâce à vous, essayer d'éclairer la situation de la Syrie et des Syriens. Le 23 mars dernier, l'organisation État islamique a perdu le réduit syrien de Baghouz, repris par les forces démocratiques syriennes et leurs alliés occidentaux. Ce hameau, situé à la frontière entre l'Irak et la Syrie, constituait sa toute dernière emprise territoriale, et après avoir construit une vaste entité politique à cheval sur les territoires de ces deux pays, le califat proclamé en juin 2014 à Mossoul a été militairement vaincu. Il ne cesse pour autant de représenter une menace pour la stabilité régionale. Les forces kurdes réunies dans les forces démocratiques syriennes soulignent que Daesh est loin d'être éliminé définitivement. Elles insistent sur le soutien populaire qui persiste dans les zones que l'organisation contrôlait autrefois, ainsi que sur l'existence de cellules dormantes constituées par des islamistes qui se sont retirés dans des zones hors contrôle et vers l'Irak. Par ailleurs, la situation humanitaire est dégradée dans les camps gérés par les Kurdes et la Croix-Rouge, où s'entassent femmes et enfants de djihadistes. Les forces kurdes doivent à elles seules gérer environ 10 000 combattants de Daesh emprisonnés et des milliers d'enfants sans identité. À ce titre, elles ont à plusieurs reprises demandé de l'aide à la communauté internationale et aux États, dont certains prisonniers sont ressortissants, mais leur appel n'a pas débouché sur un soutien véritable. Au plan international, le retour des djihadistes divise les États. Bien loin de l'entente qui a permis de défaire Daesh militairement, chacun traite le problème à sa manière. Alors que le 17 février, Donald Trump demandait à ses alliés de ramener chez eux pour les juger les combattants détenus en Syrie, les pays de la coalition montrent peu d'enthousiasme quant au retour de leurs citoyens. Tandis que le ministre des Affaires étrangères allemand Heiko Maas soutenait en février, je cite, que les nationaux allemands ne pourront revenir que si l'on peut s'assurer qu'ils soient directement placés en garde à vue, ce qui n'est pas garanti, fin de citation. La Belgique souhaite que les procès se déroulent sur les lieux des crimes. Le 28 mars, le gouvernement danois a proposé une accélération de la procédure de déchéance de nationalité pour les combattants binationaux et souhaite que les enfants de ces combattants nés dans les zones de combat soient également privés de la nationalité danoise. La ministre française des armées, Florence Parly, a déclaré que les djihadistes français partis combattre dans les rangs du groupe État islamique en Syrie et en Irak n'ont pas vocation à être jugés en France, même ceux détenus au Kurdistan syrien. Lors du G7 qui s'est tenu du 5 au 6 avril dernier,
Un rapprochement a néanmoins été opéré sur la lutte contre l'utilisation d'Internet par les groupes extrémistes. Les pays membres se sont mis d'accord sur la nécessité, je cite, de tout mettre en œuvre pour empêcher la dispersion des combattants terroristes étrangers et de leurs familles et de veiller à ce que ceux qui doivent être jugés et condamnés le soient fermement. Fin de citation. Le Kazakhstan, la Russie et le Soudan font partie des rares pays à assurer le retour de certains nationaux, principalement des femmes et des enfants, mais l'heure n'est pas au retour au pays pour les réfugiés syriens, dispersés de la Turquie à la Jordanie, en passant par l'Allemagne et le Liban. Ils sont 5 700 000 à travers le monde, dont 5 300 000 répartis dans les pays voisins. Joseph Baout, nous pourrions peut-être commencer cette conversation en vous demandant de décrire ce qui est pour vous aujourd'hui, autant qu'on puisse le savoir, la situation réelle de Daesh privé de ce territoire qui était celui du califat autoproclamé. Alors, je crois que dans votre exposé, Philippe, vous avez dit déjà beaucoup de choses, même si tout ce qui a été dit se focalise essentiellement sur l'espace syrien ou sur l'espace syro-irakien, parce que Daesh ou l'État islamique est aujourd'hui un phénomène globalisé, à la fois physiquement et virtuellement. Alors, d'abord, il y a une chose qui est sûre et qui est une bonne nouvelle, c'est que le territoire de Daesh a été pratiquement conquis. Il n'y a presque plus de poches, je crois qu'il n'y en a même plus du tout, de poches de Daesh, que ce soit en Syrie ou en Irak. C'est important, pourquoi ? Parce que Daesh fondait sa légitimité, à la différence par exemple d'autres organisations djihadistes globales comme Al-Qaïda ou d'autres, sur le concept du califat, et le concept du califat était un concept éminemment territorial. Donc la fin du territoire est en fait prive Daesh d'un élément essentiel de sa légitimité et de sa capacité d'attraction de combattants étrangers, de combattants arabes, de combattants locaux aussi. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Là où ça devient plus compliqué, c'est qu'il reste beaucoup de questions en suspens. Alors, il y a d'abord les questions techniques, les questions de sécurité directe, c'est-à-dire d'abord, c'est un essaim d'abeilles qui a été dispersé dans la région. On ne sait pas très bien où exactement. Alors, il y a bien sûr des cellules dormantes, il y a probablement des embryons d'insurrection à venir, du type de ce qui s'est passé en Irak dans les années 2008, 2009, 2010. Et là, on pose en filigrane une question sur laquelle on reviendra, qui est celle du retrait américain, peut-être du retrait de la coalition, parce que sans Américains, il est difficile de rester sur le terrain, et donc du vide sécuritaire dans lequel Daesh ou ses épigones, parce qu'il peut y avoir un Daesh 3.0 à l'avenir, pourrait se réengouffrer, réoccuper l'espace, etc. Il y a aussi physiquement les autres questions sur lesquelles on sait très peu de choses. Par exemple, est-ce que de grosses cellules de Daesh ou même une partie de son commandement s'est déplacée ailleurs dans ce qui est le Grand Moyen-Orient ? C'est-à-dire qu'il y a des soupçons que Daesh serait peut-être aujourd'hui réinstallé dans le Sinaï, peut-être en Libye. Ça pose aussi la question de ce qui se passe en Libye. Certains parlent d'une réimplantation de cellules de Daesh beaucoup plus à l'est, c'est-à-dire dans l'espace afghan, dans des espaces caucasiens, etc., etc. Donc ça, c'est une grande partie de la question, je crois, sur laquelle les spécialistes du contre-terrorisme travaillent et se font des migraines. Il y a l'existence virtuelle de Daesh, qui est quand même aussi très importante. Il faut se souvenir que c'est sur les réseaux sociaux et sur Internet, ce qu'on appelle l'Internet noir, c'est-à-dire ce monde un tout petit peu nébuleux de ce qu'il y a derrière la toile, que Daesh, pendant des années, a recruté. Pas seulement en Europe, dans le monde musulman, et localement aussi, en Syrie et en Irak. Et ça, c'est une lutte, je crois, dont on est probablement qu'au début. Et c'est quelque chose sur lequel il va falloir sérieusement se pencher au niveau aussi disons, des spécialistes du contre-terrorisme occidental. Alors ça, c'est le côté physique, sécuritaire, etc. Moi, ce qui m'inquiète le plus, et ça nous mènera peut-être à une analyse plus profonde de la situation syrienne, c'est que, et vous l'avez dit d'une certaine façon, c'est que les causes profondes qui ont mené à l'existence, à la floraison d'un phénomène, d'un monstre comme celui de Daesh, comme celui de l'État islamique, sont toujours là. Et c'est là où, mais on enfonce des portes ouvertes, mais il faut toujours les enfoncer. Des solutions sécuritaires à elles seules ne suffisent pas à éteindre des phénomènes comme celui-là. On peut se satisfaire momentanément de leur disparition ou de leur baisse d'intensité, mais tant que les causes profondes, les racines politiques, sociales,
idéologiques, etc., continuent à exister, il y a un terreau fertile pour quelque chose qui ressemble à Daesh. Vous l'avez dit rapidement en disant qu'il y a encore peut-être un soutien populaire dans les zones anciennement contrôlées par Daesh. Ça pourrait sembler presque à la limite insultant ou scandaleux pour un auditoire occidental, parce que Daesh quand même exerçait un pouvoir qui est par tous les critères monstrueux, insupportables. Qu'est-ce qui fait que des populations syriennes ou irakiennes puissent admettre la tutelle d'une organisation qui décapite, qui flagelle, qui coupe des mains, etc. On trouve là des questions de gouvernance qui étaient insuffisantes. On trouve là des questions de services sociaux et beaucoup d'organisations non étatiques dans la région du Moyen-Orient ont fleuri sur le vide, pas sécuritaire seulement, mais le vide de services publics, de performance de l'État, etc., etc. Et surtout, et c'est là où on touche la solution politique en Syrie, enfin la question de la solution politique en Syrie, tant qu'il y aura ce qu'on appelle, de façon un peu courte, mais je suis désolé d'aller vite, la rancœur sunnite ou le ressentiment sunnite arabe des populations de cette région, des phénomènes comme Daesh auront toujours un espace sur lequel ils peuvent mordre et prospérer. Et c'est là où on retrouve la nécessité, justement, après avoir mis à terre Daesh au niveau physique, après avoir aussi peut-être restabilisé, entre guillemets, la Syrie, la nécessité impérieuse, et ce n'est pas un luxe, disons, de démocratique, etc., de trouver une vraie solution politique à la Syrie qui fait que les populations majoritaires dans cette région, que ce soit en Syrie, en Irak ou ailleurs, ne seront pas constamment dans une sorte de sentiment d'humiliation, de perte d'identité, de quête morale, etc., qui fait qu'ils iront chercher vers des monstres des solutions à leurs problèmes. Et c'est là où je crois les chancelleries occidentales, les diplomaties occidentales seraient bien avisées, à mon avis, de commencer à réfléchir ou de recommencer à réfléchir à ce qu'est une vraie politique, une vraie solution politique pour la Syrie, c'est-à-dire une transition qui, au fond, répondrait à ce qui a été la revendication du début de la révolution syrienne. On oublie aujourd'hui, en 2019, qu'en 2011, Daesh n'existait pas. Daesh commence à apparaître en 2014-2015, et au début de l'affaire syrienne, c'est la revendication d'une société contre un régime totalitaire et brutal. Et tant qu'on n'a pas répondu à cette question, Daesh reviendra, ou un épigone de Daesh reviendra pour occuper l'espace à un moment ou à un autre. Et donc ça pose toute la question de ce qu'on va faire de la Syrie à partir de maintenant. Marc-Olivier Padis. Oui, mais pour enchaîner sur ces réflexions, on est obligé de parler un peu des deux pays en même temps, Irak et Syrie. Donc, en Irak, la difficulté, c'est que le partage du pouvoir a été mal fait. Les chiites, qui avaient été longtemps mis sur la touche, ont finalement décidé, ont pris le pouvoir à Bagdad avec l'assentiment des Américains, et ils ont conduit une politique très déséquilibrée, notamment vis-à-vis des sunnites, et donc ce qui a créé le déséquilibre auquel vous faisiez allusion. Alors, première question, qui pourrait imposer un nouveau partage qui évite l'humiliation en Irak? On a du mal à croire que les Américains, surtout aujourd'hui, seraient dans une situation d'arbitre de ce point de vue-là. Deuxièmement, en Syrie, évidemment, trouver une solution politique, c'est certainement souhaitable, mais à nouveau, qui peut être l'acteur pour le faire, et puis quel type de transition? Parce que la Syrie, c'est aussi toujours caractérisé par une gouvernance très déséquilibrée, c'est le moins qu'on puisse dire, avec un clan au pouvoir, même s'il y a des dimensions un peu religieuses dans ce partage du pouvoir. Et donc, comment revenir maintenant, imposer une solution avec ou sans Assad? Et petit codicile à cette dernière question, est-ce que vous pensez que le président de la République, Emmanuel Macron, avait eu raison de revenir sur la position française qui a longtemps été celle de considérer que le préalable pour trouver une solution, c'était le départ d'Assad? Il a voulu se libérer un peu les mains en rouvrant le jeu de la négociation, probablement en retirant ce préalable. Est-ce que vous pensez que c'était un bon choix? Joseph Barout.
Bon, alors là, on touche justement les grosses questions de fond. On est vraiment au cœur du problème de la Syrie et de sa transition politique ou de sa solution politique, mais aussi de la question justement de ce qui est au fond. Parce qu'aujourd'hui, on fait cette émission au moment où au Soudan, ça bouge, en Libye, il se passe des choses, etc. Ça pose la question au fond des révolutions arabes. Pourquoi ces révolutions ont commencé en 2011 ? Elles ne sont pas venues de rien. Pour ceux qui travaillent sur cette région depuis longtemps, justement, ce sont toutes ces questions qui étaient d'une certaine façon mises en jachère ou mises sur l'étagère, qui sont revenues de plein pied, et elles vont revenir tant qu'on ne les traite pas. Alors, plusieurs questions. D'abord, sur l'Irak, je suis tout à fait d'accord que, et c'est un peu ce qu'on disait, disons, en creux, en parlant de la Syrie, c'est un peu à la fois le retrait américain de 2008, qui peut s'expliquer disons, du point de vue de l'opinion américaine, Obama qui voulait mettre fin, disons, à cette catastrophe qu'a été la guerre d'Irak, mais en se retirant, qui ouvre un vide sécuritaire. Mais surtout, et vous l'avez bien dit, Marc-Olivier, c'est le fait qu'on s'est appuyé par facilité. Et on peut revenir aux archives et à ce qu'on sait de la prise de décision américaine. On s'est appuyé de façon excessive sur, à l'époque, le Premier ministre Nouri al-Maliki, donc qui était en fait la version la plus, disons, radical du chiisme irakien, pro-iranien. C'est un ancien du parti Ad-Dawa, etc. Et donc, une politique extrêmement sectaire, extrêmement communautaire, pour parler en français, qui va antagoniser beaucoup les tribus arabes de la zone sunnite, qui n'avaient pas du tout de lien avec l'islamisme radical au départ. Le fait tribal est assez éloigné, disons, de l'islamisme radical. Et c'est dans ce vide que s'est engouffré Zarqawi, puis ensuite Zawahiri, etc. Et donc, c'est là où on retrouve un peu le soubassement, en fait, le premier embryon de Daesh. Et c'est lorsque, disons, le chaudron syrien devient brûlant que ce phénomène se transporte en Syrie. Et donc, justement, l'explication est là. Alors, évidemment, donc, ça veut dire que l'équilibrage du pouvoir politique est un élément fondamental. En Irak, il est difficile aujourd'hui parce que d'abord, on continue à s'appuyer sur un pouvoir majoritairement chiite. La question sunnite est encore ouverte en Irak. Il n'y a toujours pas de réponse à la question sunnite. Il n'y a même pas. Elle se pose déjà en termes de représentation. On ne sait pas très bien qui sont les forces sunnites aujourd'hui. Et là, il y a des reproches à faire à d'autres acteurs, pas seulement aux Américains etc., mais par rapport on peut faire des reproches, par exemple, aux pays du Golfe, aux pays arabes, qui n'ont pas investi suffisamment l'espace irakien parce qu'ils ont boudé. Lorsqu'ils ont vu l'Iran, etc., ils ont boudé, ils ont tourné le dos, ils sont partis. Donc les sunnites sont un tout petit peu orphelins. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite recommence à reprendre tout ça en main, mais l'Arabie saoudite, on sait très bien comment elle reprend parfois les choses en main. C'est pas toujours porteur de dynamique très positive. Donc ça, c'est une question. L'autre question, en creux, pour finir sur l'Irak, c'est aujourd'hui une autre hypothèque qui va peser lourdement, je pense, sur l'Irak et sur la région, qui est la nouvelle tension américaine avec l'Iran. Et très probablement, c'est en Irak que le terrain de confrontation entre l'Amérique de Trump et l'Iran des pasdaran, parce que c'est un peu de plus en plus l'Iran qui devient l'Iran des pasdaran, va se jouer. Et donc, on n'est pas du tout, je crois, à la veille d'un rééquilibrage du pouvoir, on est peut-être à la veille de refaire de l'Irak le terrain de confrontation par procuration entre les États-Unis et l'Iran. Alors sur la Syrie, le problème est beaucoup plus compliqué. Vous l'avez bien dit, d'abord, vous avez utilisé une métonymie en disant que c'était un pouvoir déséquilibré. C'était une dictature, évidemment, d'un clan, une des plus longues dictatures de la région. Le clan Assad est au pouvoir depuis novembre 70, père et fils. Et évidemment, c'est un pouvoir qui était d'abord très minoritaire, en termes d'abord communautaires, mais aussi sociologiques, etc., même s'il s'est appuyé sur une partie de la bourgeoisie sunnite. Mais là, maintenant, aujourd'hui, ce que vous dites pose la question, je vais faire très rapidement la chronologie de ce qu'a été disons, le paradigme de la solution politique en Syrie. Si vous vous rappelez, le logiciel sur lequel on continue tous à fonctionner, alors c'est ça qui est un peu surréaliste, parce qu'on parle d'un logiciel politique qui n'a plus grand-chose à voir avec la réalité, c'est le logiciel de la plateforme de Genève, ce qu'on appelle l'accord de Genève, sur lequel il faut rappeler à nos auditeurs, à nos opinions et aussi à nos partenaires parfois un peu difficiles que sont les Russes, qu'ils sont non seulement les signataires de cette plateforme de Genève, mais ils en sont les coproducteurs. C'est-à-dire l'accord de Genève, qui est en fait
le socle de la solution politique en Syrie, c'est un accord qui est coécrit par John Kerry et Lavrov. Et lui, il stipule quoi? Il stipule la formation disons, ce qu'ils appellent un corps de gouvernance transitionnelle, en anglais, je traduis. Donc, en fait, qui serait un pouvoir collégial pour une période de 1-2 ans, la réécriture d'une constitution et des élections libres, mais tout cela étant appuyé sur le fait que Bachar al-Assad, dans le point 1, c'est-à-dire la constitution du pouvoir collégial, édulcorerait ses pouvoirs au point où il disparaîtrait de la scène. Bon, aujourd'hui, on est complètement en dehors de tout ça. On est en dehors de tout ça, pourquoi? Parce qu'entre-temps, les Occidentaux ne se sont plus beaucoup occupés de la question syrienne, et là, on peut faire le procès de l'administration Obama qui a préféré s'occuper du deal avec l'Iran, etc., ce qui a léché le champ libre à la Russie comme seul acteur pratiquement de la solution politique. Je rappelle que c'est là le 30 septembre 2015, que les Russes se déploient militairement en Syrie, et à partir de là, on change complètement de logiciel. Le problème, c'est qu'on change de logiciel sur le terrain, mais nous, occidentaux, les politiques occidentales continuent à se référer au texte de Genève, alors que la réalité est devenue tout autre. La Russie va substituer à Genève un autre paradigme diplomatique qui est celui de l'accord d'Astana ou du format d'Astana, c'est-à-dire qu'elle dit, bon, très bien, Genève, ça ne marche pas puisque les conditions ont changé, etc. On est très soucieux, nous, Russes, de remettre en selle le régime syrien, donc on va pratiquement ratiboiser l'espace syrien à coups de Sukhoi, de bombes, de missiles, etc. On va remettre en selle le pouvoir syrien, et après cela, on va kidnapper le logiciel de Genève pour le remplacer par simplement une cosmétisation du pouvoir syrien en réécrivant la Constitution, et on ira à des élections en 2021 qui probablement rééliront Bachar al-Assad pour une énième présidence. Les Occidentaux ont accepté ce logiciel, et c'est là où je passe au point 3. Alors juste une remarque à ce niveau, la Russie en fait a régionalisé la question syrienne au lieu de l'internationaliser. C'est peut-être une bonne chose, je ne sais pas, moi je ne suis pas de cet avis, mais elle l'a régionalisé dans le sens où elle a dit qui sont les trois puissances qui ont d'abord une existence sur le terrain et une influence réelle sur la question syrienne, c'est moi, la Russie, puis l'Iran et la Turquie. Et donc, il y a ce format d'Astana qui est aujourd'hui pratiquement le seul format réel qui gère la Syrie, mais qui la gère comme un espace d'abord d'influence partagée entre des États riverains et régionaux, mais qui la gère d'un point de vue uniquement sécuritaire, et pour les Russes, avec le seul souci, en fait, qui gère ou qui guide la politique russe, qui est celle de réhabiliter le régime tel qu'il est, pour dire aux Occidentaux, les changements de régime, c'est quelque chose que nous n'acceptons pas. Ce qui nous amène au point Macron, qui est un point un peu sensible, en tout cas pour moi. Je pense que dire il ne faut pas mettre le départ de Bachar al-Assad comme préalable à la solution politique, c'est une phrase de bon sens, évidemment. Mais faire de cela, ou glisser à partir de là, au point de dire la question de Bachar al-Assad ne se pose plus du tout, c'est aux Syriens de décider, en sachant que les Syriens, s'ils voulaient décider, ils auraient décidé en 2011 de se débarrasser de Bachar, c'est pratiquement se débarrasser à bon compte, justement, du logiciel de Genève, c'est-à-dire, on peut dire le préalable au début d'une solution politique n'est pas le départ de Bachar al-Assad, mais il faut qu'on continue à dire et à penser que sans le départ de Bachar al-Assad, à un moment donné dans le processus, il n'y aura pas de solution politique. Et c'est là peut-être qu'on peut diverger avec le président de la République, même si il a lui-même amendé son amendement, c'est-à-dire son aggiornamento, lorsqu'il a dit la fameuse phrase sur l'aggiornamento, je ne réclame plus le départ préalable de Bachar al-Assad, ou des phrases encore plus malheureuses, à mon sens, en disant on ne m'a pas présenté le successeur légitime de Bachar al-Assad, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, c'est pas à lui qu'il faut le présenter, c'est au peuple syrien de présenter lui-même le successeur de Bachar al-Assad. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une admission dans le cercle présidentiel qu'au fond, tant que Bachar al-Assad sera là, il n'y aura pas de solution durable. Et là, on revient aux questions de réfugiés, de reconstruction, etc. Parce que tant que Bachar est là, il n'y aura en Syrie qu'un pouvoir
famélique, tenu à bout de bras par ces deux défenseurs qui sont la Syrie et l'Iran, la Russie et l'Iran. Et à ces conditions-là, il n'y aura ni reconstruction, ni retour de réfugiés. Et il y aura, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, exacerbation de la rancœur sunnite et donc risque et probablement certitude de voir refleurir des phénomènes djihadistes globaux qui vont de nouveau nous poser des problèmes. Et on va revenir en fait au début du cercle vicieux sur lequel on refuse de réfléchir. Béatrice Gibelin. Oui, moi je voudrais revenir un peu sur la situation très différente de l'Irak et de la Syrie dans ces mouvements de naissance et d'expansion du djihadisme. Parce qu'effectivement, dans le cadre de l'Irak, à la chute de Saddam Hussein, il y a eu une vraie revanche d'une majorité démographique chiite qui avait été tenue en situation véritablement de marginalisation. Bon, et c'était une minorité sunnite, tribale, comme vous l'avez dit, et donc avec à l'intérieur de cette minorité des plus égaux que d'autres, je vais dire, mais qui tenaient vraiment le pouvoir. Dans le cas de la Syrie, je trouve que j'étais en mars 2011 en Syrie à ce moment-là. Quand on écoutait les revendications, les premières manifestations, c'était pas du tout un mouvement qui était sunnite à ce moment-là. Absolument pas. C'était un mouvement que j'oserais dire citoyen. Citoyen d'une classe évidemment urbanisée, plutôt on va dire une classe moyenne, qui avait vu avec le début des réformes économiques libérales du clan Assad une certaine dynamique économique. Il y avait de l'argent qui circulait. Alors, il circulait pas de façon, j'allais dire, égalitaire au sein de la société, bien évidemment que non, et que c'est le clan Assad qui récupérait l'essentiel de cet argent. Mais c'était une revendication un peu comme au début du mouvement en Égypte, si vous voulez, de gens, moi j'ai le souvenir, de gens jeunes, joyeux, dans des manifestations du vendredi après la grande prière. Et c'était pas du tout sur une revendication d'une frustration sunnite réclamant du pouvoir. Parce que comme vous l'avez rappelé, la bourgeoisie sunnite était très associée au pouvoir d'Hafez. Des grands ministres de la Défense par exemple, Tlass était un sunnite et ont joué un rôle extrêmement important. Et il y avait une bourgeoisie commerçante, celle d'Alep sunnite, qui était bien présente dans les affaires du pouvoir. Donc j'y verrais pas exactement la même situation. Alors, oui, si vous voulez répondre là-dessus. Non, mais je crois que vous touchez du doigt quelque chose d'essentiel, pas seulement sur la Syrie et la révolution syrienne, mais sur l'analyse politologique. Et là, je mets un peu en procès notre métier à nous, comment on regarde le Moyen-Orient. C'est vrai que le paradigme communautaire ou le regard l'analyse communautaire en termes communautaires, la grille de lecture communautaire, elle est essentielle, elle est incontournable, mais elle n'est pas unique, elle n'est pas exclusive, elle n'est pas déterminante, elle n'est pas explicative de tout. Et vous faites très très bien de rappeler justement qu'à l'origine, au départ, en mars 2011, en avril 2011, lorsque Daraa, Damas, etc. se soulèvent, le mouvement est en majorité un mouvement qu'on peut qualifier de citoyen, de civil, de pacifiste et de très, disons, transcommunautaire, même si, évidemment, il y a une crainte, évidemment, de certains segments minoritaires, essentiellement alaouites, etc., de ce qui va se passer. Et c'est exactement sur ça, en extrême connaisseur de sa société et des sociétés du Moyen-Orient, que Assad va jouer. Il l'avait joué au Liban auparavant, son père et lui, et il va le jouer en Syrie. Il va jouer quoi ? Il va jouer deux choses essentiellement. L'exacerbation du communautarisme et donc l'islamisation de la révolution. Et si vous revenez, puisque vous étiez en Syrie en 2011, vous revenez à des choses très concrètes. Il y a eu une islamisation de la révolution qui était consciente de la part du régime. On peut citer des exemples infinis. Le fait de relâcher des djihadistes de la prison de Saïd Naya en août 2011, le fait de pousser les forces de sécurité à se comporter de façon elle-même communautaire pour communautariser et islamiser la révolution, le fait de pratiquement coffrer tous les militants pacifistes, civils et laïcs, en fait, et relâcher en contrepartie des islamistes dont on sait qu'ils vont islamiser la révolution. Il y avait l'islamisme, donc une sorte de
de politique consciente, de stratégie consciente d'islamiser la révolution. La deuxième chose qu'Assad a faite, et qui est, à mon avis, le coup de génie et le grand coup de myopie de la révolution syrienne, c'était de basculer dans la prise d'armes, dans la violence. Mais là, le procès est difficile aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire à, disons, un village dans la région de Homs, de Hama ou d'Alep, qui se fait tirer dessus au canon, à l'aviation et aux chars? Est-ce que vous pouvez dire aux gens, continuez à manifester pacifiquement, sans armes, etc., alors que dans cette région, vous le savez probablement, tout le monde a un flingue ou un fusil à la maison. Donc le réflexe normal, c'est d'aller prendre son Kalachnikov et de tirer sur l'agent de sécurité qui est en train d'essayer d'abattre votre famille ou de détruire votre maison. Et Assad l'a fait aussi sciemment, en sachant que s'il arrivait à faire 1 et 2, c'est-à-dire l'islamisation et le basculement dans la violence, il gagnerait. Parce qu'à ce jeu-là, il est le plus fort. Il gagnerait par la violence, parce que c'est le jeu qu'il maîtrise le mieux. Et par le phénomène de l'islamisation, il gagnerait la bataille de l'opinion publique occidentale. Et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, malheureusement, vous êtes dans un pays, ici en France, où pratiquement 60% des gens pensent qu'il vaut mieux avoir un Bachar al-Assad au pouvoir que des barbus dont on ne sait pas très bien ce qu'ils vont faire, etc., etc. Et ça, c'est la victoire du narratif du régime Assad qui, à mon avis, est la vraie victoire. On n'a pas perdu la guerre en Syrie au niveau technique et militaire, on l'a perdu au niveau du narratif. Et c'est là où les régimes autoritaires, que ce soit Sisi en Égypte, que ce soit Haftar demain en Libye, que ce soit Bachar aujourd'hui, mais derrière eux, le grand parrain de tout cela, qui est Vladimir Poutine, est en train de dire au monde, au fond, il n'y a que les hommes forts autoritaires, comme moi, le club des autoritaires, qui peut gérer des sociétés compliquées, auxquelles vous ne comprenez pas grand-chose, et puis où vos petits amis, vos petits copains, qui sont les minorités, essentiellement les chrétiens, etc., sont menacés d'extinction, d'éradication, en oubliant qu'en fait, disons, l'anémie de la présence chrétienne dans la région a commencé depuis les années 40, et qu'elle n'a rien à voir avec le phénomène, elle a beaucoup à voir avec le phénomène islamiste, mais pas seulement aujourd'hui. Donc je pense que vous avez tout à fait raison de dire qu'il faut se méfier du spectre, du paradigme communautaire, même si, et c'est là où on revient à ce qu'on disait avant, c'est sûr, disons, l'expression maladroite et peut-être insuffisante de ce qu'a été le désir de représentativité, de représentation sunnite. En arabe, il y a un terme qui est très difficile à traduire, qui s'appelle al-mazloumiya, qui est en fait ce mélange d'humiliation, de sentiments de persécution, etc., qui s'appelle aujourd'hui la mazloumiya sunnite dans la région, sur lequel prospère Daesh et ISIS. Alors, vous avez dit une chose qui est, à mon avis, fabuleusement intéressante, c'est que, en fait, le thème de la mazloumiya, de la persécution, de l'humiliation, c'est un thème historiquement chiite. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le karbalaïsme, c'est-à-dire le fait de se sentir, depuis la mort de Hussein au 14e siècle, au 7e siècle, au 8e siècle, de se sentir humilié, persécuté, privé de pouvoir, privé de revendications, par un retournement extrêmement fascinant, qui serait trop long à analyser ici. Disons, les 30 dernières années du siècle passé ont vu se substituer à des siècles de mazloumiya chiite, et ça a été la grande victoire de la révolution iranienne, c'est de mettre un terme à la mazloumiya chiite, c'est de la renvoyer vers les sunnites. Et lorsque vous dites vous-même que, par exemple, Saddam Hussein était un horrible dictateur, mais lorsqu'il est exécuté de la façon dont il est exécuté, sous les cris vous reprenez la vidéo, de Hussein, 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 c'est-à-dire il y a une revanche de Hussein qui est mort en 700 quelque chose, la revanche est prise lors de l'exécution de Saddam Hussein. C'est tout d'un coup toute la population sunnite du monde arabe qui aurait pu considérer que Saddam est un horrible dictateur, sanguinaire contre elle d'abord, tout d'un coup devient anti-chiite, etc. Et les pouvoirs autoritaires, et c'est pour ça qu'il faut s'en méfier, c'est pas seulement parce qu'ils sont méchants, et que nous sommes des gentils bisounours qui croyons uniquement aux droits de l'homme, etc. Mais ce sont des pouvoirs qui fabriquent constamment de la tension, de la violence, et c'est une violence qui va finir par nous atteindre à nous. Et c'est au nom de ça, entre autres, qu'il faut les combattre, non seulement parce qu'ils ne partagent pas uniquement nos valeurs, mais parce qu'ils sont des dangers pour leur société et pour nous, in fine. Pour aller dans ce sens-là, en fait, la manipulation par Bachar
dans une radicalisation, une islamisation. Elle est même antérieure à mars 2011, car il avait commencé à jouer sur une islamisation de la société, combien les femmes se mettaient à porter le foulard beaucoup plus, avec une pression sociale. Il y en avait bien sûr qui ne le portaient pas, mais il y avait une pression sociale qui poussait ou la subvention d'État donnée aux écoles coraniques, par exemple, pour en fait islamiser la société dans un sens quiétiste. C'est-à-dire, c'est un peu le traditionnel jeu. On a cité les Séoudiens tout à l'heure. Tous ces régimes jouent avec le feu. Constamment. Voilà. Et ce qu'ils craignaient le plus, c'est effectivement une société ou des forces, on va dire, démocratiques laïques, alors qu'ils s'affichaient comme des pays laïques, alors qu'en fait, ils avaient une pratique du politique qui était une pratique de la manipulation du phénomène religieux, pouvant aller jusqu'à la violence. Je ne peux que souscrire totalement à ce que vous dites. Mais un point qui me semble très important dans le devenir de cette situation des rapports de force en Syrie, c'est la question kurde. Parce qu'il est bien évident que si on a réussi, si la coalition a réussi à liquider le territoire de Daesh, les forces combattantes kurdes ont été au premier plan et y ont laissé quand même un certain nombre de morts sur le terrain. Or, cette région du Nord-Est, qui a une aspiration à l'autonomie incontestablement, je dis pas forcément à constituer un État kurde entre la région kurde d'Irak et la région kurde de Syrie. Parce que si les Kurdes devaient faire un État, je pense que depuis 1920, ils seraient peut-être arrivés et que les divisions internes des Kurdes sont peut-être à prendre en compte. Mais néanmoins, la situation du Nord-Est de la Syrie est sur le plan économique aujourd'hui catastrophique, puisque c'est là que ça a été le lieu des combats. Donc il y a des villages détruits, des villes détruites, une organisation économique qui est détruite. Or, ces forces sont jugées terroristes, le PKK, tant par la Turquie que par les États-Unis. Donc, qui va aider au fond, ces forces qui ont été absolument indispensables à la défaite territoriale du califat de Daesh. Et le rôle d'Erdogan me semble extrêmement important à étudier aujourd'hui, pas seulement vis-à-vis de la Syrie, mais je pense que c'est important à voir par rapport à une politique qu'il a eue, qui était une politique de néo-ottomanisme. Bon, je ne regarde plus du côté de l'Occident, je regarde de nouveau sur ce qui est au fond mon hinterland et historique. Comment ces choses-là vont évoluer? Parce que quand on parle d'une entente qui, pour l'instant, fonctionne, Russie, Iran, Turquie, moi, je ne suis pas sûr qu'à terme, cette alliance des trois puisse fonctionner dans la durée. Joseph Barotte. Alors, sur la dernière phrase, je reviendrai tout à l'heure parce qu'il y a cette grande hypothèque et on est tous d'accord que c'est une entente qui va s'effilocher. C'est la grande question, pas seulement du Nord-Est, mais de la poche d'Idlib. C'est-à-dire, à un moment donné, il va y avoir un clash entre la Russie et la Turquie sur comment gérer Idlib. Il y a d'autres questions en suspens qui sont celles de comment la Russie va tenir l'équilibre entre la présence iranienne en Syrie et les revendications sécuritaires d'Israël. Ça, on n'en a pas parlé. Encore. On en parlera peut-être à la fin. Sur la question kurde, plusieurs choses. Alors d'abord, il y a eu, depuis la chute du régime de Saddam Hussein, dans la région, au Moyen-Orient, au Levant en particulier, un moment kurde. C'est-à-dire qu'on a pensé que cette société-nation sans État, qui était en fait l'une des sociétés-nations sans État dans la région. Il y en a d'autres. Il y en a eu d'autres pendant des décennies. Il y en a qui seront probablement à jamais des sociétés sans État. Les Palestiniens, par exemple. On pensait que les Kurdes auraient enfin peut-être leur embryon d'État ou une forme de gouvernance politique. Alors c'est un État, des régions fédéralisées ou confédéralisées, on ne savait pas très bien. Et le modèle a été ce qu'on appelle le Kurdistan irakien, le KRG, donc qui est géré, mais qui a son historicité particulière, qui a quand même des traditions de gouvernance et qui a quand même une majorité démographique claire et nette, à part des zones comme à Kirkouk, etc. C'est pas le cas en Syrie. En Syrie, d'abord le nord-est syrien, ce qu'on appelle la Jazireh, Kameshlé, etc., plus la poche de Koban et d'autres plus à l'ouest,
ce que les Syriens kurdes appellent le Rojava, en fait, c'est une région d'abord qui n'a pas beaucoup de profondeur historique, c'est-à-dire qu'elle elle a commencé à s'exprimer politiquement dans les années 50, pour des raisons parfois un tout petit peu de manipulation politique, mais surtout elle n'a pas de majorité démographique, c'est-à-dire que les Kurdes ne sont pas majoritaires dans le Kurdistan 30%. syrien. Voilà, et ils coexistent avec justement des minorités chrétiennes, assyriennes, des tribus arabes, ce qui pose les questions dont on parlait tout à l'heure de retour possible, évidemment turkmène, de retour possible de Daesh, parce que la gouvernance, et c'est mon deuxième point, et c'est peut-être là où je serais un peu moins, disons, rose dans ma lecture de la question kurde, il est évident que les forces combattantes kurdes ont été essentielles et probablement indispensables dans la lutte contre Daesh. Mais il est aussi vrai, et là les torts sont partagés, que le leadership politique kurde syrien a été très ambigu depuis le début de la révolution sur ses choix politiques. C'est-à-dire, il n'a pas voulu rejoindre la révolution syrienne dans son ensemble, pour des raisons parfois dues à l'insuffisance de dialogue politique de la part de la révolution syrienne, de l'opposition syrienne. Et moi, je suis sur ce point très sévère avec mes amis syriens, mais aussi parce qu'ils ont toujours regardé aussi du côté du régime en se disant qu'est-ce qu'on peut extorquer, voilà, comme condition. Et aujourd'hui, on est exactement dans ce moment. C'est-à-dire aujourd'hui, les FDS ou le PYD qui ont été nos amis dans la lutte contre Daesh, malheureusement, ils sont en train aujourd'hui de nous faire un enfant dans le dos en allant parler avec le régime, justement, pour dire, une fois qu'on a chassé Daesh, comment vous, régime, pourrez nous donner une autonomie relative dans cette région, ce qu'au fond, on veut. Et la revendication que vous décriviez très bien tout à l'heure, qui est la revendication populaire, civile, pacifiste, laïque de la société syrienne, au fond, on n'en a pas grand-chose à faire. C'est-à-dire, nous, on veut notre... Et c'est là où il y a un irritant avec la composante kurde dans le nord-est syrien. Et je pense que cet irritant, il va falloir le traiter très rapidement si on veut garder un embryon ou une carte, en fait, contre à la fois le régime et ses défenseurs russes et iraniens. L'autre chose, alors là, on passe au grief qu'on peut faire aux forces kurdes dominantes, enfin, les forces kurdes majoritaires dans le nord-est syrien, parce qu'il y a quand même une partie des forces kurdes dans le nord-est syrien qui sont elles-mêmes persécutées par la force majoritaire kurde, c'est-à-dire les Kurdes qui sont en exil à Paris, etc. Le problème, c'est la gouvernance que les Kurdes sont en train d'exercer. C'est bien joli de dire les partis kurdes, ce sont un peu des fourriéristes du monde arabe ou du Levant, mais en fait, ce sont d'horribles, pas d'horribles, mais ce sont des structures maoïstes extrêmement pol-potiennes dans leur exercice du pouvoir et qui exercent quand même une dictature insupportable pour tout le monde dans la région, y compris pour les Kurdes. Et c'est sur ça, justement, on revient un peu au début de l'émission, si on laisse faire ça au nom de « Ah oui, les Kurdes aujourd'hui ont droit à un État », on est en train de nouveau d'antagoniser toutes les tribus sunnites du nord-est syrien, une partie de la population kurde du nord-est syrien, et on a maintenant, je peux vous le dire, suffisamment d'indices qui montrent que les cellules de Daesh sont en train de jouer sur ça pour reprendre pied. C'est-à-dire qu'ils comprennent que les tribus arabes sont aujourd'hui complètement sous la coupe, disons, des forces combattantes kurdes, avec la complicité des Américains qui, en plus, ne savent pas très bien ce qu'ils vont faire parce qu'ils ne savent pas s'ils vont rester dans la région. Et on se retrouve justement avec une autre source du retour de Daesh. Et c'est quelque chose qu'il faut que nous disions à nos amis kurdes qui ont été irréprochables dans le combat contre Daesh, mais en leur disant que la façon dont ils sont en train de gérer aujourd'hui le territoire dont ils ont la charge est probablement le garant d'un retour de Daesh, sauf si c'est le régime qui reprend pied dans la région, mais là, ils seraient aussi eux-mêmes perdants. Et donc, en fait, il y a une sorte si vous voulez, de situation un tout petit peu absurde. Alors, on revient évidemment à la nécessité du dialogue entre les Kurdes et l'opposition syrienne, et c'est quelque chose, à mon avis, qui aurait dû être fait dans les années 2012, 2013, 2014. Aujourd'hui, c'est peut-être trop tard, mais si on veut éviter une nouvelle catastrophe dans cette zone-là de la Syrie, c'est quelque chose que les amis, disons, des Kurdes, et je pense que la France est un ami des Kurdes, seraient bien avisés de faire assez rapidement. J'espère que ce sera entendu. Alors, nous entrons dans le dernier quart d'heure de cette émission. Nombre de questions ont été soulevées, beaucoup ont été éclairées, mais il y en a deux dont je ne
on souhaite que nous les abordions dans ce dernier quart d'heure. L'une est très vaste, c'est la question des réfugiés dans la zone. Je l'ai dit tout à l'heure, l'immense majorité des réfugiés est dans les pays limitrophes de ceux qui ont dû quitter. Et donc, il y a des conséquences sur les politiques régionales, avec aussi des problèmes qui se posent autour du retour. Et puis une autre question, nous sommes le dimanche de Pâques, sur la situation des chrétiens dans cette région-là. Peut-être voulez-vous commencer par celle-là, qui sera peut-être plus facile à cerner, ou en tout cas... Je préfère la garder pour la fin. Alors gardez-la pour la fin, c'est vous qui êtes notre invité, les invités. Je sais pas, et puis absolument. C'est une question un tout petit peu plus philosophique, je dirais. Sur la question des réfugiés, vous avez donné des chiffres qui sont très éclairants dans votre introduction, et je pense qu'ils disent beaucoup de choses. Alors d'abord, pour bien situer cette affaire pour nos auditeurs, qu'ils comprennent un peu quels sont les ordres de grandeur dont on parle. La Syrie, à la veille de la révolution, de la guerre, c'est grosso modo 22 millions d'habitants, 22 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y a 11 millions de déplacés en Syrie. C'est-à-dire qu'en fait, on est exactement à la moitié. C'est quelque chose, oui. Oui, déplacés. Déplacés, j'ai bien dit déplacés voilà, par réfugiés, justement, parce que je vais y arriver. Donc, en fait, c'est une des plus grosses amplitudes de déplacement de population depuis la Deuxième Guerre mondiale. D'après l'ONU, d'ailleurs, c'est la plus grosse et l'une des plus difficiles. Alors, sur les 11 millions, à la louche, il y a 6 millions de déplacés intérieurs, c'est-à-dire de gens qui ont quitté une zone pour aller dans une autre. Alors, soit parce que Daesh a occupé ou prédominé ou dominé sur une zone, soit parce que le régime a complètement détruit des grandes villes. Vous regardez aujourd'hui des photos aériennes de Homs ou d'Alep, c'est Grozny. Physiquement, il n'y a pas de possibilité d'habiter. Donc, la plupart des gens qui habitaient dans ces régions, les déplacés intérieurs, sont aujourd'hui à Damas, sont aujourd'hui à Deir ez-Zor, sont aujourd'hui sur la côte syrienne, etc., etc. Il y a 5 millions ou 5,5 millions qui sont des déplacés essentiellement dans les pays riverains, dans les pays limitrophes. Alors, le plus gros contingent est bien sûr en Turquie. Il a une situation particulière et là, malgré tout ce qu'on peut reprocher, et je vous suis tout à fait à Erdogan, il faut reconnaître à la Turquie d'avoir été quand même extrêmement accueillante et permissive avec les réfugiés syriens. C'est aujourd'hui le seul pays au monde où les réfugiés syriens ont le droit de travailler, ont le droit d'accéder à l'éducation supérieure, ont le droit de se marier, de devenir nationaux, et ont le droit de monter des entreprises. Alors que, et ce n'est pas un pays arabe, c'est-à-dire il n'y a pas de solidarité, disons, mécanique qu'on aurait pu attendre. Le deuxième pays qui souffre beaucoup de la situation des réfugiés, c'est la Jordanie, parce que c'est un État déjà qui a une grosse population réfugiée, mais qui est devenu autochtone avec le temps, la population palestinienne. Mais c'est un État aussi très fragile économiquement. Il a ses problèmes, il les gère à sa façon, avec le régime syrien, avec l'aide aussi des pays du Golfe, des États-Unis, etc. Le troisième pays qui, à mon avis, est au bord probablement d'une sorte disons, je ne veux pas dire d'explosion, mais de situation très difficile, c'est le Liban. Alors là aussi, les chiffres sont très intéressants. Enfin, ils sont très parlants pour nos auditeurs. Le Liban est un pays de 3,5 millions d'habitants. Il y a aujourd'hui pratiquement 1,2 million à 1,5 million de réfugiés syriens. C'est-à-dire pratiquement dans l'espace libanais, une personne sur 3 ou 4 est un réfugié syrien. Alors évidemment, on ne les voit pas tout le temps et partout, mais c'est quelque chose qui pèse. Ça pèse sur l'économie, bien entendu, ça pèse parfois sur la sécurité, mais dans un pays comme le Liban, où les équilibres communautaires sont évidemment au cordeau, et sont constitutifs du pouvoir politique, puisque c'est comme ça que le pays est constitué. Avoir tout d'un coup un adjuvant d'une communauté particulière, parce qu'ils sont en majorité d'une communauté particulière, dans un pays, ça déséquilibre beaucoup le jeu. Et il y a des forces au Liban qui, de façon un peu populiste, ou parfois très populiste, sont prêtes à agiter ces chiffons rouges pour en faire un outil de politique intérieure et parfois mener vers des politiques du pire. Alors ça, c'est la situation des réfugiés, démographiquement. Il y a évidemment les contingents de réfugiés qui sont partis en Occident, en Europe, très peu dans les pays arabes, dans les pays du Golfe, malheureusement. L'Allemagne, évidemment, est un des accueillants principaux, mais ça, historiquement, il y a une population, on parlait des Kurdes tout à l'heure, il y a une population kurde importante en Allemagne. La question maintenant est la question du retour. À quelles conditions ce retour va s'effectuer ? Et là, je pense qu'il y a énormément d'hypocrisie
qu'il s'agit de dévoiler. Hypocrisie du régime, hypocrisie russe et un peu l'hypocrisie de certains pays de la région. Alors, on a tendance à penser que Bachar al-Assad, qui est aujourd'hui victorieux, qui est survivant, etc., veut ramener sa population dans son pays. En fait, il n'en est rien. Parce que Bachar al-Assad a bien compris que l'une des clés du logiciel russe politique, c'était les élections présidentielles de 2021. Or, il ne veut pas qu'une grande partie de ces réfugiés, qui sont des opposants par définition, reviennent et fassent partie du collège électoral. Un des points de débat aujourd'hui entre les Russes et nous sur le logiciel politique de 2021, c'est est-ce que les réfugiés syriens auront droit de vote ou pas. Alors, quand vous connaissez la difficulté technique d'organiser un vote sous égide des Nations Unies dans des camps de réfugiés où on ne peut rien contrôler, ça va être très difficile de l'accepter. Et donc, on va finir de facto par accepter que les 11 millions ou les 12 millions qui sont en Syrie seront les électeurs de Bachar al-Assad, ce qui déjà lui donne pratiquement un avantage presque décisif à sa réélection. Donc ça, c'est une chose. C'est plus que 12 millions, parce que les déplacés qui sont à l'intérieur sont électeurs. Sont électeurs, d'accord. L'autre question qui est très intéressante, c'est la jonction entre retour des réfugiés et reconstruction. Alors c'est là où la deuxième hypocrisie, il faut la dévoiler, c'est que le maintien des réfugiés dans les pays où ils sont, avec les problèmes qu'ils sont en train de susciter ou les problèmes que leurs accueillants comme le Liban sont en train de susciter, est devenu un levier de chantage aux mains du régime et aux mains de la Russie pour faire avancer la carte de la reconstruction. Parce qu'en fait, en gros, la question est... Les Occidentaux, nous, les Européens essentiellement, qui se trouvent privés de logiciels politiques pour la transition en Syrie, n'ont plus que la carte de la reconstruction. En disant, en gros, la Syrie est aujourd'hui complètement détruite. On parle d'une enveloppe qui frise les 400 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est énorme. Aujourd'hui, dans le système financier international, il est impossible de réunir cette somme. Impossible. Il faut arrêter de rêver. Le seul moyen de le faire, c'est de commencer à injecter un peu d'argent essentiellement européen, parce que l'Europe est le seul aujourd'hui partenaire occidental qui a un peu d'argent, si on exclut évidemment la Chine, l'Inde, les BRICS, etc. C'est de réinjecter de l'argent. Or, nous, aujourd'hui européens, et je pense à bon escient, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y aura pas d'argent si on n'avance pas dans la transition politique. Parce qu'en fait, sinon, on reconstruit ce que le régime a détruit et ce qu'il redétruira dans quelques années quand il y aura une nouvelle révolution. Le problème, c'est que en prenant en otage la carte des réfugiés, en disant aux pays environnants, vous allez souffrir, vos sociétés vont exploser. Et si vous ne voulez pas que ça se fasse, débarrassez-vous de vos réfugiés. Pour que les réfugiés reviennent, il faut qu'on reconstruise les villes qui ont été détruites. Allez dire à vos copains occidentaux de mettre de l'argent en Syrie pour qu'on reconstruise la Syrie. Et tout cela, au fond, vise une chose. Fondamentalement, c'est la remise en selle, la réhabilitation, la normalisation pratiquement internationale du régime syrien. C'est-à-dire que le pari russe, c'est que d'ici 2-3 ans, Bachar al-Assad redevienne quelqu'un de fréquentable parce qu'on aura rouvert les ambassades, on aura mis de l'argent, on aura ramené les réfugiés, etc., etc. Et donc, dans cette question de réfugiés, il y a énormément d'hypocrisie. L'hypocrisie a été dévoilée dernièrement lors de la visite du président libanais à Moscou, où il est allé en pensant qu'il reviendrait avec une promesse de Poutine que le 1 million de réfugiés libanais repartirait le lendemain en autobus en Syrie. Le président Poutine il a dit « Ah non, on ne peut pas les ramener tant que les villages n'ont pas été reconstruits. Et la reconstruction, moi, je n'ai pas d'argent. » La Russie a quand même le PNB du Portugal aujourd'hui. Allez dire à vos amis français, puisqu'ils aiment beaucoup le Liban, de mettre de l'argent en Syrie pour qu'on reconstruise. Mais c'est là où nous, on leur dit s'il n'y a pas de solution politique, non, on ne va pas reconstruire. Donc voilà. Je pense que la question des chrétiens est maintenant celle que voilà. nous pouvons aborder. Alors, en 2 mots. Écoutez, moi, c'est une question qui, personnellement, m'est très sensible, parce que je suis originaire de cette région. Je suis ce qu'on appelle enfin, je suis né chrétien oriental, donc c'est une question qui me tient à cœur. Je crois que c'est... Je vais dire 2 choses. D'abord, une chose générale et très philosophique. Je pense que l'avenir du pluralisme dans la région du Moyen-Orient, dans son ensemble,
tient à l'existence de toutes ces minorités. C'est-à-dire, je pense que le pluralisme démographique et politique, il est très largement indexé sur le fait que ces populations puissent rester sur ce territoire. Mais lorsqu'on dit pluralisme politique, ça veut dire qu'elles doivent rester non pas comme des réserves indiennes protégées par des pouvoirs dictatoriaux ou insupportables, mais elles doivent rester avec leurs conditions d'exercice de leur liberté politique, de leur liberté philosophique, de leur liberté de croyance, etc., complètement libres. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas rester dans une situation de protection. Sinon, ça ne sert à rien. De dire qu'il reste 1 million de chrétiens en Syrie alors qu'ils sont complètement écrasés par un régime dictatorial ou qu'ils sont les auxiliaires de la torture qu'exerce le régime sur leurs compatriotes musulmans ou autres, je crois que cette présence, à ce moment-là, elle ne veut plus dire grand-chose. Moi, c'est sur cette question-là que j'ai un tout petit peu d'irritation par rapport au discours occidental lorsqu'on vous dit certaines organisations de défense des chrétiens d'Orient en Occident qui sont bien gentils en vous disant oui, on est en train de retaper les églises, de refaire les églises à Alep, etc. Mais si ce sont des églises sans âme, si ce sont des églises uniquement où l'on va faire des signes de croix, s'agenouiller et faire du rituel, mais sans exercer vraiment ce qu'est au fond. Moi, je ne suis pas fondamentalement croyant, mais je pense que être chrétien, c'est aussi croire en certaines valeurs, c'est porter certaines valeurs et témoigner au nom de certaines valeurs. Si les chrétiens en Orient ne peuvent pas être les porteurs et les vecteurs de ces valeurs, leur présence démographique et physique, au fond, devient quelque chose, à mon avis, de secondaire. Je suis désolé d'être aussi provocateur, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il y a lieu de faire une différence entre la situation des chrétiens en Irak et celle des chrétiens en Syrie ? Je pense que fondamentalement, ce sont les mêmes dynamiques. Évidemment, il y a des détails qui divergent. D'abord, c'est pas les mêmes communautés. Disons, le gros en Irak, c'est des Assyriens, des Syriaques, etc. Alors qu'en Syrie, on a beaucoup plus affaire à des Grecs orthodoxes. Ce qui d'ailleurs permet à Poutine de jouer son rôle de protecteur des chrétiens d'Orient, sur lequel il joue de façon parfois éhontée, avec des images qu'on a vues. Des bombes sous les ailes des Sukhoi, bénies par des popes orthodoxes. Ce sont des images qui, en fait, sont très effrayantes et c'est là où je m'adresse à mes co-religionnaires chrétiens d'Orient, sont dangereuses pour les chrétiens d'Orient. Parce que le jour où la roue va tourner, on va les accuser. Et ça, il y a des précédents. Il y a des précédents. Le début des grandes migrations chrétiennes, elles ont été consécutives, pour remonter très loin, aux croisades, parce qu'ensuite il y a une sorte de vengeance vis-à-vis d'eux. Ça a été après les pouvoirs mandataires dans les années 20 et 30, parce qu'on les a accusés aussi d'être auxiliaires des pouvoirs occidentaux. Ça a été dans les années 50 et 60, parce qu'aussi ils étaient considérés comme une sorte de légion étrangère ou d'implantation étrangère. Et à l'avenir, si ces pouvoirs tombent et si malheureusement des pouvoirs, disons, religieux prennent la place, les chrétiens risquent de payer aussi le prix de leur alignement sur les régimes autoritaires qu'ils ont soutenus. Donc ils seraient aussi bien avisés, non pas seulement pour rester fidèles à eux-mêmes, parce que c'est ce qu'ils portent au fond comme message, mais ils seraient aussi tactiquement et de façon un tout petit peu en termes d'intérêt, bien avisés aussi de penser à leur avenir et de penser que leur avenir dans cette région, il se fera avec les majorités, qu'elles soient communautaires, sociologiques, politiques, nationales, etc. Ce ne sont pas les chrétiens d'Orient, ne sont pas une tête de pont de l'Occident en Orient, comme certains occidentaux qui aiment les chrétiens d'Orient, mais qui peut-être ne voient pas toute la complexité de la chose. Ce ne sont pas des têtes de pont occidentales en Orient, ce sont des autochtones, et à titre d'autochtones, ils doivent participer à la vie politique comme tout le monde, ils doivent porter les mêmes revendications que tout le monde, d'autant qu'ils sont chrétiens, et qu'être chrétien, ça veut dire témoigner en faveur de la justice, de la charité, de l'amour du prochain et d'un ordre juste et acceptable. Oui, un de mes amis prêtres disait que nous faisons, à l'égard des chrétiens d'Orient, la même erreur qui a longtemps été faite à propos des Québécois qu'on prenait pour des Français en Amérique du Nord, alors que ce sont des Nord-Américains qui parlent français. Sur cette digression et ce changement de continent, Joseph Baoud, je vous remercie beaucoup d'avoir été notre invité, de nous avoir aidé à approfondir et à creuser cette question essentiellement syrienne, mais aussi irakienne. Je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour le retour à l'une de nos émissions ordinaires. Et je rappelle que nous sommes soutenus par la compagnie d'assurance MMA, soutenus matériellement, ce qui n'est pas rien, et moralement, puisque MMA fait connaître notre émission à ses salariés et à ses clients.
Merci à vous tous. C'est Adrien Beccaria qui, au studio L'Arrière-Boutique, et avec Nouvelles Écoutes et Julien Neuville qui produisent cette émission, nous nous retrouverons la semaine prochaine, je l'espère.